Au Gabon, le gouvernement vient d'octroyer 1,8 milliard de francs CFA aux paysans. Objectif, les inciter à retourner à la terre. Au Sénégal, le groupe de transfert d'argent Wari a racheté Tigo, le deuxième opérateur télécom local. La transaction a coûté 80 milliards de francs CFA. Puis à Cuba, les touristes sont de plus en plus nombreux à déchanter face aux coûts exorbitants des hôtels. L'État gabonais a décidé de subventionner les activités des membres des coopératives agricoles en leur octroyant une enveloppe de 1,8 milliard de francs CFA. Le projet, qui s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du programme Graines, vise à soutenir l'engagement des coopératives dans ce programme. Rappelons que le programme Graines en question a démarré dans l'Ogooué-Ivindo en mars 2015 et vise à émanciper le Gabon de la dépendance alimentaire. En tout, plus de 4000 hommes et femmes sont engagés dans près de 170 sociétés réparties sur l'ensemble de la province avec plus de 400 hectares de plantations en production. Depuis un an, les membres des coopératives agricoles du Gabon bénéficient d'une prime d'incitation à l'effort s'élevant à 100 000 francs CFA par membre de coopérative. Mais malgré l'institution du programme, les engagements de l'État gabonais ont pris du retard en raison de la situation économique difficile que traverse le Gabon. Le gouvernement gabonais vient de lancer le Fonds national de développement agricole, un projet destiné à favoriser la compétitivité de l'agriculture gabonaise et nourrir les populations afin de sortir le pays de la dépendance alimentaire à laquelle il est soumis depuis des années. Les défis de cet instrument sont entre autres de parvenir à l'autosuffisance alimentaire via la réduction par une intense production du coût des denrées alimentaires. Le programme vise également à lutter contre le taux élevé du chômage, assurer un aménagement équilibré du territoire et résoudre la question du financement durable des activités agricoles. Autre objectif du Fonds national de développement agricole gabonais, créer les conditions d'une offre de services financiers intégrés et de proximité, répondre aux préoccupations des acteurs de la chaîne des valeurs agricoles et réduire la vulnérabilité des producteurs par l'amélioration des performances. Combler le déficit annuel de production de poissons qui avoisine les 600 000 tonnes afin de réduire la facture d'importation de poissons actuellement évaluée à 200 millions de dollars par an. C'est le nouvel objectif que se fixe le gouvernement ghanéen. Ceci à travers la mise en place d'un plan national de gestion de la pêche devant permettre de fournir des orientations sur les stratégies à adopter afin de répondre à la demande en poissons du pays évaluée à 1 million de tonnes par an. Au nombre de ces stratégies figure l'observation d'une fermeture de la saison de pêche pour la reconstitution des stocks de poissons et la lutte contre les pratiques de pêche illégale grâce à des patrouilles maritimes accrues et le renforcement des systèmes de surveillance. En outre, le pays compte mettre en place un comité multi-acteurs dont l'objectif sera d'accélérer le processus d'octroi des permis d'aquaculture aux investisseurs privés. Ceci devrait permettre au pays d'impulser un développement de la production aquacole et faire passer la capacité actuelle de production de 500 000 tonnes à 100 000 tonnes à court terme. Au Rwanda, les recettes d'exportation de thé se sont établies à 63,4 millions de dollars en 2016, ce qui représente une baisse de 12,9% par rapport à l'année 2015. Cette baisse est d'abord due à la réduction du volume de feuilles de thé expédiées. La quantité de thé exportée en 2016 est estimée à 24,4 millions de kilogrammes, soit un recul de 370 000 kilogrammes par rapport à l'année 2015.
Cette diminution des revenus est également une conséquence de la chute des cours de la matière première sur le marché mondial. Alors que le kilogramme de thé se négociait à 2,94 $ au terme de l'année 2015, le prix de la denrée n'a été que de 2,60 $ en 2016. Cette baisse des recettes contraste cependant avec la progression du volume de thé produit par le Rwanda. Le pays a en effet produit en 2016 plus de 108,3 millions de kilogrammes contre 106,4 millions de kilogrammes en 2015. Tigo, le deuxième opérateur télécom du Sénégal, est désormais un patrimoine du groupe local de transfert d'argent Wari. L'opérateur télécom a été racheté via une transaction ayant coûté 129 millions de dollars, soit environ 80 milliards de francs CFA. Filiale du groupe Millicom, Tigo affichait fin septembre 2016 3,9 millions de clients pour une part de marché de 24%. C'est la toute première fois qu'un opérateur de services financiers rachète un opérateur télécom dans la sous-région. En prélude à la vente de Tigo Sénégal, le groupe Millicom avait vendu en début 2016 sa filiale en République démocratique du Congo à Orange pour la modique somme de 160 millions de dollars, soit près de 99 milliards de francs CFA. Tigo est le numéro 2 de la téléphonie mobile au Sénégal, loin derrière Sonatel, qui appartient au groupe Orange. Quant à Wari, créé en 2008, le groupe s'est très vite imposé en territoire sénégalais dans le secteur du transfert d'argent. L'entreprise a maintenant étendu ses activités en Côte d'Ivoire. La société énergétique sud-africaine Eskom signera les contrats de rachat d'électricité de sources renouvelables en suspens dans le cadre du programme de mise en place de centrales d'énergie renouvelables. Il s'agit d'une déclaration faite par le président Jacob Zuma lors de son dernier discours à la nation. Cette déclaration du président pourrait mettre fin à l'incertitude suscitée par Eskom en 2016 lorsqu'elle a déclaré qu'elle ne signerait plus aucun contrat de rachat d'électricité. La société avait expliqué sa position par le fait que l'augmentation de la capacité électrique qu'elle gérait pourrait conduire à une hausse du tarif électrique, d'autant plus que ce surplus ne serait pas nécessaire avant 2021. Le chef de l'État sud-africain a également renouvelé l'engagement de son gouvernement à poursuivre la mise en place du programme de construction de centrales d'énergie renouvelables par les producteurs indépendants. Selon lui, les sources renouvelables étaient tout aussi importantes pour le mix énergétique que le gaz, le charbon, le nucléaire ou l'hydraulique. À Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, les gargotes de rue bon marché appelées Malewa sont de plus en plus prisées malgré une hygiène parfois douteuse. Je viens de m'offrir un plat de 2000 francs, soit 1,5 $, mais je suis rassasié. Ce repas servi avec 2 boules de farine de manioc est à 2000 francs. Dans les restaurants ordinaires, les prix sont facilement 10 fois plus chers. Où est-ce que je trouverais une telle somme? Les Malewa sont apparus à Kinshasa au début des années 1990, au moment de l'effondrement de l'économie congolaise dans les dernières années de la dictature de Mobutu. Ils se sont depuis lors multipliés comme des champignons. Depuis 6 ans, Marie, cette mère de 8 enfants, a installé son Malewa devant chez elle à Lingwala, dans le centre de Kinshasa, pour subvenir aux besoins de ses enfants. Ici à Kinshasa, donc 20 ans. Cela fait déjà plus de 20 ans que la conjoncture n'est plus bonne. Les mamans ont commencé à se débrouiller, créant des Malewa. Tu trouveras des Malewa partout, dans tous les coins de la ville de Kinshasa, des Malewa. Dans les Malewa, les économies se font parfois au détriment de l'hygiène. Leur installation en pleine rue, au milieu de la poussière et des gaz d'échappement, parfois à proximité de caniveaux d'eau croupie ou de tas d'ordures, multiplie des risques de maladie. Mais pour le directeur national des services d'hygiène, impossible de fermer les Malewa, il faut les améliorer.
Nous avons dit qu'il faut mettre une brigade et redynamiser les brigades d'hygiène dans les agglomérations pour permettre à ce que les brigades passent de maison en maison, non seulement pour contraindre, mais également pour sensibiliser les communautés sur l'utilisation des pratiques clés et les pratiques qui seront essentielles pour permettre à un homme de vivre. Avec la crise et malgré les problèmes d'hygiène, les Maléwa restent des solutions pour se nourrir à Kinshasa à moindre frais. La directrice générale du Fonds monétaire international s'est dite optimiste sur la croissance américaine sous la gestion de Donald Trump. Toutefois, Christine Lagarde craint des répercussions sur l'économie mondiale. D'après le peu que nous avons des raisons d'être optimistes sur la croissance économique aux États-Unis. Il est probable qu'il y ait une réforme fiscale et un investissement supplémentaire dans l'infrastructure. Par conséquent, il est très probable que la croissance sera à la hausse aux États-Unis. It's very likely that growth will be up in the US. The more worrying news, if you will, is that it will... Les nouvelles les plus inquiétantes, c'est qu'il aura des conséquences sur le reste du monde et nous le voyons déjà. Les marchés l'ont anticipé et nous avons vu le dollar évalué par rapport aux autres devises. Par conséquent, il se peut qu'on voie une augmentation des taux d'intérêt décidée par la Réserve fédérale. Interest rate rise decided by the Fed as a result of that. Avant l'investiture du président Donald Trump, le FMI avait laissé inchangées ses prévisions de croissance économique sur le globe, mais les a relevées pour les États-Unis en pariant sur une vaste relance budgétaire de la nouvelle administration américaine. Après avoir gagné 3,1% en 2016, le PIB mondial devrait accélérer à plus 3,4% cette année et plus 3,6% en 2018 selon le rapport de conjoncture de l'institution financière qui continue de mettre en garde contre la tentation protectionniste aux États-Unis ou en Europe. Des touristes en vacances mais contrariés. Venus nombreux admirer les merveilles de la Havane, les touristes déchantent quand ils découvrent leur lieu de séjour. Des hôtels payés au prix fort pour des prestations souvent bien en deçà des standards internationaux. Le Victoria ne correspond pas aux 4 étoiles qu'il affiche. C'est agréable, je ne peux pas dire que ça ne l'est pas. C'est un hôtel agréable, mais pour ces 4 étoiles, ça pourrait être mieux. Chambre d'hôtel à la Havane sur un 4 étoiles qui aurait comme équivalence à un petit 3 étoiles à Paris qui vaut $300, ben oui, c'est même plus cher qu'à Paris, quoi. En tout, 17 chaînes hôtelières gèrent les 2 tiers des hôtels à Cuba. Mais elles n'ont la main ni sur l'entretien des infrastructures, ni sur le personnel. Un personnel mal formé et payé au lance-pierre dans un pays où le salaire moyen ne dépasse pas $30.